Puis là, j'ai dit, fuck la médecine, moi, je m'en vais en musique. Et que là, je me suis envenue à Montréal, je squattais chez un de mes oncles dans Hochelaga. Puis j'ai commencé à dire, je m'en vais en musique, je m'en vais en musique. Il n'y avait pas la voix dans ce temps-là, là. Il n'y avait pas de... Moi, j'avais pas mon René Angélil, là. À voix haute. À voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 7, Marie-Ève Morin. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Dans cet épisode, en plus de Georges qui est avec moi, cette petite peluche qui m'a été offerte par la fille d'une de mes très grandes amies, on va rencontrer Marie-Ève Morin, une docteure extraordinaire que vous avez sûrement déjà entendue ou vue à la télévision. On va parler de licorne, on va parler de santé mentale, on va parler de caméléon, on va parler d'art, de musique. Ça va être un super beau rendez-vous. Alors, bonjour Marie. Bonjour Pascal. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Puis on a Georges aussi qui est avec nous aujourd'hui, Aucun problème. qui voulait absolument être là. Alors, dans quel esprit je te retrouve aujourd'hui? Ben, on est vendredi, on tourne un vendredi. Donc, moi, le vendredi, ça va toujours bien, habituellement, avant la fin de semaine. Donc, il fait beau, c'est vendredi, puis on a déjà rigolé beaucoup avant d'entrer en ondes. Fait que je suis dans une ambiance festive, je te dirais. Ouais, moi aussi, on dirait que c'est un jour de On peut tempête. parler de choses sérieuses, mais j'ai envie de rire aussi. Ben, on va essayer de faire les deux. Parfait. Dis-moi, Marie-Ève, bon, on te connaît, tu as déjà fait beaucoup d'entrevues, mais peut-être nous parler, j'aimerais commencer avec le livre que tu es en train d'écrire parce que je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on en a entendu un petit peu moins parler. Donc, c'est quoi ce projet-là? C'est quoi la genèse? Puis pourquoi tu as accepté de le faire? Oui. En fait, j'ai été approchée par une maison d'édition au début de l'année 2023. Et cette maison d'édition-là, qui finalement a changé parce que l'approche... moi, si l'approche ne me convient pas, je change ou je débarque. Et la première maison d'édition qui m'a approchée, leur approche ne me convenait pas. Mais ils m'ont quand même donné l'idée de le faire. Ils m'ont dit, Docteur Morin, on aimerait que vous écriviez un livre sur les drogues pour les adolescents. Donc, ça m'a interpellée beaucoup parce que moi, dans ma clientèle, en fait, je me suis développé une passion pour les ados depuis une dizaine d'années. Je prends des adolescents comme nouveaux patients. C'est à peu près les seuls que je prends maintenant. Et ils me fascinent, les ados. C'est fou. Je veux dire, moi, j'ai 45 ans et ils n'ont pas le même cerveau que nous, là. Les jeunes de 15 ans, 16 ans d'aujourd'hui, c'est des machines. C'est vraiment incroyable. Puis ils ont aussi beaucoup plus de drogue. Je veux dire, moi, je viens de la Beauce. Puis quand j'avais 14-15 ans, dans la cour d'école, il y avait 3 drogues. Il y avait du hash, il y avait de l'acide, puis du PCP. C'était pas... Du PCP, on appelait ça de la mescaline. La messe. La messe, C'est le précurseur de la kétamine. Bref, il n'y avait pas de d'ecstasy, il n'y avait pas d'MDMA, il n'y avait pas de speed, il n'y avait pas de kétamine, il n'y avait pas de GHB, il n'y avait pas de wax pen. Là, aujourd'hui, merde, ils ont un menu de drogue incroyable. Fait que ça ne doit pas être si évident que ça de choisir. Si tu décides que tu veux faire la fête, qu'est-ce que tu prends? Comment tu le prends? Et pourquoi en prendre aussi? Tu as le droit de ne pas en prendre aussi. Fait que le but du livre, en fait, c'est ça. Ça va s'adresser aux 12 à 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce qu'à partir de 25 ans, sache-le, ton cerveau commence à s'atrophier. Mais avant l'âge de 25 ans, à chaque jour, il y a plus de neurones qui sont créés dans ton cerveau que de neurones qui meurent. C'est ça, la génétique du cerveau, c'est qu'il y a des neurones qui se créent à chaque jour. Mais à partir de l'âge de 25 ans, il y a plus de neurones qui meurent que de neurones qui se créent. Mais on en a des milliards, inquiète-toi pas. On va être correct. Oui, je suis On va correct être correct. encore, j'ai 46. Oui, il y a des gens qui vivent très lucidement jusqu'à 99 ans, même plus. Notre cerveau est quand même une machine incroyable. Donc, pour revenir au livre, en fait, moi, j'ai approché une autre maison d'édition, c'est des maisons Fides, La Presse. Et j'en suis rendue, hier soir, j'étais rendue à 58 000 mots. Au début, ça devait être un projet de 30 000 mots. OK. Mais on m'a dit, non, vas-y, lâche-toi lousse, ça peut être 70 000 mots, 80 000 mots. Et là, je suis rendue à écrire, en fait, j'ai fait toutes les substances, pas toutes les substances au monde, là, mais les principales substances, les stimulants, les dépresseurs, les perturbateurs, les hallucinogènes et même le protoxyde d'azote, le gaz hilarant, qui font dans des ballons. Là. T'as quel âge, toi, Pascal? 46. Ben, c'est pour ça que tu connais pas ça. Ouais, ça me... Non, mais les ballons, en fait, c'est du protoxyde d'azote, c'est du gaz hilarant. Les gens, ils gonflent un ballon avec ça, puis ils respirent, puis là, ils pouffent de rire pendant quelques secondes. Bon, ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même assez populaire.
Donc, j'ai fait un petit chapitre là-dessus. Puis là, je parle des dépendances comportementales. Donc, j'ai parlé des troubles alimentaires, la dépendance à la bouffe. J'ai parlé de la dépendance aux jeux vidéo et aux jeux de loto, le casino et tout ça. Ouais. Là, je suis en train de parler des cyberdépendances, la dépendance aux écrans et aux médias sociaux. Fait que là, je suis dans ce chapitre-là. C'est vraiment pas évident parce que moi, il n'y en avait pas de médias sociaux quand j'avais 16 ans. Là. Facebook, ça n'existait pas. Puis même Facebook, c'est une affaire de parents. Hein. Ouais. Mais maintenant, les jeunes, c'est vraiment Instagram, WhatsApp, Snap, TikTok, Pinterest, des choses comme ça. Fait que là, je suis en train d'écrire sur les dépendances aux écrans, aux médias sociaux. Ensuite, il va me rester le sport, la dépendance à la testostérone, OK. les gars qui se piquent Ouais. à la testo. Et je vais finir ça avec la dépendance à la demande de la maison d'édition sexuelle. Et pourquoi la demande? Tu l'aurais pas... Parce que moi, je ne l'aurais pas mis spontanément. Ah ouais? Et pourquoi ça? Je sais pas pourquoi j'aurais évité de parler de sexe. Pourtant, les jeunes sont exposés à la pornographie. Dès qu'ils sont capables de manipuler un téléphone, ils sont capables d'aller sur Pornhub. Ah oui. Puis je sais pas pourquoi je l'avais pas mis. C'est la maison d'édition qui m'ont dit, ben là, Dr. Morin, il faut parler de sexe aussi. Parce que j'en parle un petit peu à travers tout le livre. Quand je parle de la cocaïne, je peux pas ne pas parler de dépendance sexuelle. Quand je parle du crack, du crystal meth, de l'ecstasy, la MDMA, d'alcool, j'en parle de sexe. Mais je vais parler vraiment de la dépendance sexuelle. Puis finalement, après ça, il va me rester quelques petites sections. C'est une drogue. C'est vraiment une OK. drogue, écrire, hein? Quand j'écris pas, je me sens coupable. Fait que j'écris. J'écris, ça me fait un bien énorme. Puis mon premier lecteur, c'est mon conjoint, il baille. Puis il est très critique. Puis c'est correct comme ça. Mon deuxième lecteur, c'est mon éditeur. OK. Puis ça va s'appeler « Dose ta vie Dose ta vie. Et pourquoi, Dose ta vie. pourquoi ce titre-là? ». Parce que dans tout, la dose fait le poison. OK. Dans le sexe, dans la bouffe, dans le sport, dans la drogue, dans l'alcool. Tout peut être toxique en excès et presque tout peut être agréable. Donc, c'est pas À petite dose. un livre qui dit nécessairement, qui est moralisateur dans le sens qui dit vous pouvez jamais prendre de drogue dans Non. aucune. C'est plus C'est un d'expliquer. livre éducatif, préventif, informatif. Je parle de la réduction des méfaits. Là. Le fait de consommer moins, c'est mieux. Pas prendre de risques quand on consomme, c'est mieux. Mais je suis pas là pour leur dire la drogue, c'est mal. C'est pas un livre pour... parce que, je veux dire, la drogue, les jeunes sont pas fous, là. Les jeunes, ils voient leurs parents boire, ils voient leurs parents fumer du pot. Ils voient bien qu'ils ont du fun, tu sais. Je veux dire, ils sont pas stupides. Puis, oublie pas non plus que la drogue, c'est pas nécessairement pour augmenter le plaisir. Des fois, c'est pour calmer la souffrance aussi. Fait que je parle de l'automédication aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment pas un livre pour faire la morale, pour dire aux jeunes quoi faire. Je suis sûre qu'il y a peut-être même des parents qui vont être choqués de ce que j'écris. OK. Parce qu'ils vont peut-être dire, ils vont peut-être avoir l'impression que je les encourage à consommer. C'est pas ça du tout. Je les encourage à être informés pour pouvoir prendre une décision éclairée après. Puis je raconte des histoires terrorisantes là-dedans, là. C'est des histoires que tu as. C'est-tu des gens. Parce que, bon, Des patients dans que tes j'ai patients, je veux dire, connus, dans tes patients. Moi, personnellement, la première fois que j'ai essayé le cannabis, ça a été une catastrophe. J'étais en train de voir le show de Pink Floyd, puis j'ai manqué tout mon show. Ah oui, qu'est-ce que. Il y avait des gars moi, j'avais 16 ans. Puis il y avait des gars à côté de moi qui fumaient du hash, des adultes, là. Puis là, ils m'ont dit « Hey, la petite, veux-tu une puff? » Mais moi, je savais même pas c'était quoi. J'ai pris 2 puffs de ça, puis je me suis mis à complètement paranoïer. J'ai tombé en bas de ma chaise parce que je pensais que les bancs restaient couchés, mais c'était au stade olympique, les bancs se lèvent automatiquement. Oh non. Puis moi, je suis tombée par terre. Là, je pensais qu'il avait fait par exprès pour relever ma chaise. J'hallucinais. Je voyais tout déformé à l'écran. J'ai manqué le show de Pink Floyd pour 2 puffs de hash. J'avais 16 ans. Fait que ça m'a pas donné le goût d'en reprendre. Mais ça peut être très drôle et très cool aussi, fumer du THC. Encore là, la dose fait le poison. Les wax pens, c'est pas une bonne idée. Les wax pens, c'est des crayons de cannabis à saveur de cerise, de bonbons, de crème glacée. Mais le taux de THC est entre 30 et 90 % là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que la dose fait le poison. C'est pour ça que ça va être dose ta vie. Ouais, j'aime ça. Non, puis tu as raison, avec mes parents qui n'ont jamais pris de drogue de leur vie, puis tout ça, quand le cannabis a été légalisé, tu sais, je leur en ai fait prendre un peu. On était dans un chalet, on conduisait pas, on était en famille, on était de bonne humeur. C'était un bon on a ri, contexte. on a ri, c'était
c'est ça, c'était drôle, mais c'était une fois. Ça arrivait 2 fois. L'année d'après. Mais après, ils étaient contents d'avoir essayé, mais c'était comme... Ils n'ont pas accroché. Non, puis c'était comme on n'a pas envie de le faire, mais ils étaient super contents d'avoir au moins compris qu'est-ce que c'était, parce que pour eux, jamais ils avaient, à part un peu d'alcool puis à peine, il n'y avait pas eu ce feeling-là. Donc, ça dépend aussi, ça, comme tu dis, la dose, le contexte dans lequel on conseille. Le contexte d'utilisation d'une première utilisation d'une substance va tout influencer sur si une personne va accrocher ou pas. Puis moi, je dis toujours, je pense que fondamentalement, l'humain peut être dépendant. Là. Même, il y a des gènes, il y a du social, il y a du culturel, il y a une question économique aussi. Si les gens ont plus d'argent, peut-être plus d'argent pour s'acheter de la drogue aussi. Il y a la génétique aussi, mais c'est vraiment multifactoriel, la dépendance. C'est une maladie sournoise, insidieuse, chronique, dont la rechute fait partie du processus et potentiellement mortelle. Ouais. Bon, ça peut mener au suicide, ça peut mener à des overdoses, ça peut mener à des accidents. Mais entre mourir d'une overdose et expérimenter la drogue une fois avec tes parents dans le salon, dans un chalet, il y a une différence de contexte. Puis je dis toujours aussi aux gens, aux jeunes surtout, si tu vas pas bien, t'as pas des bonnes idées, t'as des idées noires, t'es en rupture amoureuse, tu viens d'échouer un examen à l'école, tu doubles ton année, c'est peut-être pas le bon moment pour essayer une substance. Parce que si ça te fait du bien, tu te sens donc bien sous l'effet de, ben, tu vas avoir envie de recommencer. Alors que si c'est ton bal de finissant, tu es avec des bons amis, tu es dans un bon contexte, tu n'as pas bu d'alcool avant, puis tu as envie d'essayer une substance alors que tout va bien, ben, tu risques moins, selon moi, d'accrocher. Parce que tu vas déjà bien. Ben ouais. Fait que ça va juste te rendre un peu plus happy, mais tu vas pas nécessairement avoir envie de retourner là à toutes les fois parce que tu es mal. Ça a l'air un peu simpliste comme explication, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas que c'est simpliste. Puis, une chose que je me demande, on parlait aussi de tes patients, puis je me demandais comment on fait pour garder... beaucoup de ta clientèle, si les gens ne le savent pas, c'est en dépendance, santé mentale qui est très reliée aussi. Ouais. Mais comment on fait pour soi-même prendre soin de soi quand on voit des patients qui en arrachent, pour qui c'est difficile? Souvent, les gens, les psychologues se font souvent poser cette question-là. Puis chaque personne aussi a un mécanisme pour, j'oublie le mot français, mais pour to cope with it, là, d'être capable de passer à travers ça. Et toi, y a-tu des trucs que tu t'es mis en place pour être capable de ne pas traîner tout ça avec toi? Parce que c'est quand même des cas, des fois, qui, j'imagine, peuvent être quand même difficiles aussi. Oui. En fait, moi, je ne serai jamais insensible à la souffrance. Je ne serai jamais insensible à la maladie mentale. Je ne veux jamais devenir insensible à la mort non plus. Mais se détacher, ça s'apprend. Moi, ça va faire 20 ans en 2024 que je pratique comme médecin de famille en dépendance. J'ai travaillé dans les prisons fédérales, j'ai travaillé dans des centres de thérapie, des cliniques de rue, des centres de désintox. J'ai travaillé avec toutes sortes de clientèles, des ados, des personnes âgées, des prostituées, des gens dans la misère sociale, des clientèles transsexuelles, non-binaires, etc., toutes les orientations possibles, tous les âges, plusieurs cultures différentes aussi. Puis en fait, contrairement à ce que tout le monde pense, moi, quand je finis une journée, là, je me trouve bonne, je me trouve chanceuse, je me trouve autosuffisante. Parce qu'il y en a des bien pires que moi. Tu sais, c'est ça que ça me fait, moi. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Fait que dans le fond, mon travail, je le ferais presque par égoïsme. Parce que je me trouve chanceuse. Fait que, oui, des fois, ça va m'arriver de pleurer avec un patient. Ça peut m'arriver. Quand il y a un patient qui meurt, oui, je vais pleurer. Quand il faut que j'annonce une mauvaise nouvelle, je trouve ça difficile. Mais je ne vais pas me mettre à pleurer à toutes les fois. Il faut quand même se détacher. Mais il y a moyen, je pense, de se détacher de façon saine, en demeurant sensible, puis en réalisant aussi que, tu sais, je soigne des médecins, je soigne des avocats, je soigne des hommes d'affaires, pas juste des gens dans la pauvreté, là. Puis... Parce que ça aussi, c'est un mythe quand on parle de dépendance. Les gens vont penser que c'est les gens qu'on va retrouver des fois qui sont en situation d'itinérance. Les pires, c'est les plus riches. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre. Quand tu as une maison à perdre, une job à perdre, un permis de conduire à perdre, des enfants à perdre, une compagnie à perdre, un ordre professionnel à perdre,
Alors que quand tu es dans la rue, que tu as ton chien puis ton manteau de cuir, là, tu n'as plus grand-chose à perdre, tu comprends? Ouais. Mais quand tu as beaucoup d'acquis, que ce soit matériel ou social, la déchéance va être pas mal plus longue avant que tu te rendes au bas fond, tu sais. Il y en a qui se rendront pas, il y en a qui vont mourir avant, il y en a qui vont s'en sortir avant. Mais tu comprends ce que je veux dire? Quand tu n'as plus rien à perdre, là, ben, tu es déjà dans le bas fond, tu es déjà dans la rue. Tu n'es pas condamné à ça. Mais tu demandes de l'aide, tu peux en avoir, puis tu peux t'en sortir. Mais quand tu as perdu, mettons, un permis de pratique, un permis professionnel, un permis de conduire, ta conjointe t'a quitté parce qu'elle n'est plus capable de t'endurer intoxiquée, tes enfants veulent plus te parler, tes collègues de travail veulent plus avoir affaire à toi, t'as bien beau avoir 2 millions dans ton compte de banque, là. La déchéance est plus longue, selon moi, chez des personnes mieux nanties. Mais ils ont peut-être plus les moyens de s'en sortir aussi. Ça coûte cher une thérapie. Ouais. Ça coûte cher des psychologues. Mais ça coûte cher de la dope aussi. Oui, ça, je sais pas dire, mais ça doit C'est ça. consommer. Mais tu sais, quand tu as investi, tu as dépensé, mettons, 2 millions en un an en chambre d'hôtel, voyage, cocaïne, ben, tu as payé une thérapie à 30 000, c'est pas si pire, tu sais. Ouais. Puis pourquoi tu as choisi... en fait, comment c'est arrivé ton choix de travailler avec ces clientèles-là plus vulnérables? Tu viens de la Beauce, donc tu fais ton programme de médecine comme tout le monde. Puis après ça, c'était rapidement, tu as été vers cette voie-là? Non. Ou il y a eu vraiment un cheminement qui t'a amené... Non, mon parcours a été assez chaotique. En fait, moi, je voulais pas aller en médecine. C'était pas ça mon rêve dans la vie, mais je suis quand même c'est pas un saut métier, là. Je suis quand même très contente de ce que je fais aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'aime ce que je fais parce que je le fais dans l'élément que j'aime, la dépendance puis la santé mentale, la maladie mentale, en fait. Mais moi, je voulais aller dans le milieu des arts. Je voulais être pianiste, chanteuse, danseuse, comédienne. Je voulais être sur une scène. Puis c'est ça que je voulais. Je jouais du piano depuis l'âge de 5 ans. Je chantais dans un band rock. Je faisais de la danse. C'était vraiment mon but. Puis mon père me disait toujours que si je m'en allais dans le domaine de la musique, j'allais être sur le BS toute ma vie. C'est ça qu'il me disait. Puis j'avais des bonnes notes à l'école. Fait qu'on me disait beaucoup, mais avec des notes comme ça, tu vas aller en médecine, tu vas aller en médecine, tu vas aller en médecine. Il n'y a aucun médecin dans mes 2 familles. Aucun bar, il n'y a aucun médecin. Puis, à force de me le faire dire, ben j'ai comme adopté ce rêve-là, qui n'était pas vraiment le mien, en fait. Puis, à l'âge de 19 ans, là, j'ai été acceptée dans 3 facultés de médecine. J'ai appliqué en médecine. J'ai été acceptée à McGill. Pas McGill, excusez, c'est la seule que j'ai pas appliquée. J'ai été acceptée à l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, puis l'Université de Montréal. Puis j'ai choisi l'Université de Sherbrooke parce que j'étais pressée. C'était 1 an de moins. C'est la seule raison pourquoi j'ai choisi Sherbrooke. Je connaissais personne à Sherbrooke, ni une ville, ni une rue, ni un habitant. Puis là, je suis rentrée à Sherbrooke, puis ça n'a pas été facile, honnêtement. En fait, moi, ça me dérange pas d'en parler ouvertement. Là, j'en ai déjà parlé dans le passé. J'ai arrêté de manger. Je suis devenue anorexique. Quand je suis rentrée en médecine, je pesais comme 110 livres quand je suis rentrée, puis 6 mois plus tard, je pesais 82. Fait que j'ai perdu 30 livres en 6 mois, juste à ne pas manger. Parce que j'étais infiniment malheureuse, en fait. J'étais pas où je voulais. J'ai lâché le piano, j'ai lâché la danse, j'ai lâché le chant parce que j'avais plus le temps. La médecine, là, c'est... En tout cas, s'il y en a qui trouvent ça facile, là, tant mieux pour eux, mais moi, ça a été un calvaire. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, c'est extrêmement demandant. Les notions que tu dois acquérir, c'est fou, c'est infini. Le standing aussi qu'on t'impose, là, il y avait beaucoup de fils et filles de médecins en médecine. Là. Il y avait un certain décorum à adopter qui, moi, me plaisait pas. J'ai toujours été plus marginale. Là. Je m'habillais pas comme eux. J'avais pas beaucoup d'amis en médecine non plus. J'en avais une, puis on avait bien du fun ensemble. Elle est devenue néonatologiste. Elle soigne des petits bébés prématurés. Puis ensuite, après ça, mon père m'avait dit aussi, tu vas être la première femme chirurgienne orthopédique de la Beauce. Là, vous allez dire que mon père... C'est précis, le chirurgien orthopédique. J'avais l'air d'un squelette. Fait que j'ai dit, je vais aller en orthopédie. Tu sais, c'est les os. Fait que j'ai appliqué en orthopédie, puis j'ai été acceptée. Je comprends pas pourquoi j'ai été acceptée. Je comprends pas. J'ai appliqué en orthopédie après mon cours de médecine, puis là, j'ai été acceptée à l'Université Laval à Québec, en orthopédie. On était 3 filles dans ce programme-là, 3 femmes. Donc, c'est un métier traditionnellement masculin. Mais cette année-là, on est rentré dans la promo 2002, 3 femmes. Puis, 3 ou 4 ans plus tard, on était toutes parties.
Moi, ça n'a pas marché. J'étais pas bonne, j'étais pas à ma place, j'étais pas heureuse, j'étais malade. J'étais vraiment pas physiquement adaptée. Moi, je voulais être orthopédiste pédiatrique. Je voulais opérer des petits-enfants. Mais pour être orthopédiste pédiatrique, il faut passer par l'orthopédie adulte, puis le 5 ans de résidence. Puis bref, j'ai fait 2 ans. Puis on m'a dit, t'es pas à ta place. J'étais vraiment pas à ma place. Puis on m'a expulsée du programme. Puis merci, mon Dieu, parce que j'aurais été assez orgueilleuse pour continuer. Puis là, j'ai dit, fuck la médecine, moi, je m'en vais en musique. Et que là, je me suis envenue à Montréal, je squattais chez un de mes oncles dans Hochelaga. Puis j'ai commencé à dire, je m'en vais en musique, je m'en vais en musique. Il n'y avait pas la voix dans ce temps-là, là. Il n'y avait pas de... Moi, j'avais pas mon René Angélil, là. Fait que, écoute, là, je voulais m'en aller en musique. Là, j'avais réussi à me booker une audition avec Marc Drouin, celui qui avait fait Pied de poule. Ben oui. Je l'ai manqué, je suis pas allée. Oui, Vite à vinaigrette. Je suis pas allée. Puis, bref, c'est grâce à mon oncle, en fait, qui m'a mis dehors de chez eux à un moment donné, qui m'a dit, là, t'es en train de niaiser, t'es en train de risquer ta carrière pour rien, là. Va-t'en chez vous, va-t'en réfléchir à ce que tu veux faire, parce que tu l'es médecin, t'as ton doctorat en médecine, mais j'avais pas mon permis de pratique parce qu'il faut faire une résidence. Puis finalement, c'est la faculté de médecine qui m'a rappelé. Médecine de famille. Hey, orthopédiste, médecin de famille, méchante drop, hein? Ben, méchant drop. Ben non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, moi, oui, j'avais oui, jamais été malade. Comme enfant, j'ai jamais été hospitalisée. Fait que quand est-ce qu'on allait chez le médecin de famille? Si on avait une otite, une vaginite, une sinusite. C'était plate, là. Fait que moi, j'ai répondu à la doyenne en médecine de famille. Moi, je veux pas soigner des otites puis des vaginites toute ma vie. Je veux rien savoir de la médecine de famille. Voyons donc. Quand elle m'a dit, docteur Morin, vous méprisez la médecine de famille. C'est pas ça du tout, la médecine de famille. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des accouchements, vous faites des accouchements. Soigner des enfants, personnes âgées. Ce que vous voulez. La médecine de famille, c'est la plus belle spécialité parce que tu fais ce que tu veux, en fait. Fait qu'on a négocié que j'allais faire 6 mois de stage, puis que si j'étais toujours convaincue que je serais jamais un bon médecin, parce que pour moi, c'était fini, la médecine, là, il me laisserait tranquille. Puis j'ai atterri à l'hôpital de Saint-François-d'Assise à Limoilou en 2002. Puis à cette époque-là, Limoilou, c'était un petit peu comme Hochelaga Maisonneuve il y a 20 ans, 25 ans. C'était rock'n'roll. OK. Un quartier là, il y avait... Oui, c'était un quartier qui avait beaucoup de misère sociale, il y avait beaucoup d'action, il y avait beaucoup de rockers. Il y avait beaucoup de gars qui sortaient de prison, il y avait des gens qui avaient l'hépatite C, il y avait des travailleuses du sexe. C'était un peu le Hochelaga rock'n'roll là, de Québec. Là, ça a changé, Limoilou. Là, il y avait beaucoup d'étudiants aussi parce que le cégep de Limoilou. Puis bref, je me suis ramassée là. Puis c'est là que j'ai commencé à voir des personnes qu'on dit vulnérables. Donc, des toxicomanes, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Mais ça, il y en a partout, là. Mais il y avait un département de désintoxication qui s'appelait le B8. Ça n'existe plus, malheureusement, maintenant. Dans l'hôpital de Saint-François-d'Assise, il y avait un étage de toxicomanie. Puis moi, je me suis retrouvée là, à aller faire des consultations. Puis c'est là que je me suis mis à me sentir utile. C'est là que j'avais l'impression de parler le même langage qu'eux. J'avais l'impression de me faire comprendre puis de les comprendre. Puis là, mes patrons, ils trouvaient pas ça normal. Là. Ils se posaient beaucoup de questions. Puis dans ma vie personnelle aussi, j'ai rencontré un homme extraordinaire, un Israélien. Il s'appelait Ronnie. Puis Ronnie, ça a été mon chum là, pendant quelques années. Puis il y avait un problème que je comprenais même pas à l'époque. Il était dépendant aux opioïdes, à l'héroïne. Puis il le cachait. Ça a pris des années avant que je comprenne. Des années que... Oui. Mais parce OK. Il cachait son problème. Puis des fois, il y avait des périodes d'abstinence. Puis c'était tellement un gars extraordinaire, là. Il avait une personnalité en or. Puis tu sais, juste pour te dire, lui, il est arrivé au Québec, ça faisait longtemps, fait que il parlait comme ça. Et il disait, Marie, il fumait du pot. Et Marie, tu fumais le pot? Tu sais, il était très... Il avait un gros accent. Il m'en offrait tout le temps. Puis, il faisait l'épicerie, la liste d'épicerie en hébreu. Je comprenais fuck all. Il écrivait du lait, de salade, des tomates en hébreu. Moi, j'arrivais à l'épicerie et je comprenais rien, tu vois. Il ne maîtrisait pas l'alphabet. Il maîtrisait juste l'hébreu. D'ailleurs, c'est à cause de lui que je me suis fait tatouer une prière sur le bras. Fait que Ronnie et moi, on s'est fréquentés pas mal tout le temps entre autres. Là, j'avais plusieurs fréquentations, mais Ronnie, c'était pas mal mon préféré. Puis en 2012,
ça, c'est quelques années après que j'avais commencé à pratiquer, il est décédé. Il est mort d'une overdose d'héroïne, en fait. Puis Ronnie, moi, j'aurais toujours voulu l'aider. Quand j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait, tu sais, j'ai voulu lui faire prendre de la méthadone, j'ai voulu qu'il aille en thérapie. Il y a été, mais la maladie a été plus forte que lui. Puis le jour où il est mort, ben ça faisait déjà quelques années que je pratiquais en dépendance, là. Mais je me suis dit, hey, lui, il n'a pas voulu de mon aide, mais amène-moi n'importe qui a un once de volonté, puis je vais tout faire pour l'aider. Mais tu sais, je l'ai vu, c'était quoi? Une surdose, un sevrage, la diarrhée parce que tu es en sevrage, ou les douleurs musculaires parce que tu es en sevrage, ou à être obligé d'arrêter une relation sexuelle parce que tu es en sevrage, tu sais. Ça, je l'ai vu. Maigrir à cause de la maladie, tu sais, j'ai tout vu ça. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis c'est ça, je me suis fait tatouer, dans le fond, la prière de la sérénité en hébreu, en l'honneur de Ronnie. Puis j'ai sa photo dans mon bureau. Puis pour moi, c'est un ange gardien. Ronnie, moi, j'ai beaucoup d'anges gardiens, mais Ronnie, c'en est un important. Fait que tu me demandes pourquoi je travaille auprès de ces clientèles-là pour te faire une longue réponse. J'ai pas vraiment choisi. On dirait que c'est le domaine qui m'a choisi. Fait que, tu sais, les patients à Limoilou, personnes dépendantes, tout ça, moi, ça m'a vraiment attiré. Puis à la fin de ma formation, j'ai demandé une prolongation de résidence parce que le programme en toxicomanie n'existait pas. Fait que je me suis comme fait mon propre fellowship, dans le fond. J'ai demandé un 6 mois de stage supplémentaire en dépendance. Puis là, je suis venue travailler à la clinique L'Actuelle, à Montréal, avec le docteur Thomas. Puis j'ai travaillé aussi au B8, 3 mois de plus en toxicomanie, pour être mieux formée pour répondre à cette clientèle-là. Fait que j'ai commencé à pratiquer en 2005. Ronnie est décédé en 2012. J'ai connu d'autres amis aussi. Moi, j'aimais beaucoup les raves, les after hours, aller danser. J'ai toujours aimé ça. Puis je fréquentais beaucoup le sauna. S-O-N-A. Okay. Pas le sauna gay, là. Ben, pas de jugement, mais je me dis, t'as pas laissé manqué rentrer. Le sauna. Ouais, non, ben moi, j'avais mon entreprise, j'étais bien sage. Et le sauna, là, c'était... Il n'y en aura plus jamais des clubs comme ça, je pense. À Montréal, je sais pas. Le stéréo, ça peut être un semblant, mais c'était beaucoup plus grand. C'était malade. C'était un after hour au coin de Bleury, pas loin d'ici. Bleury, Sainte-Catherine, dans un sous-sol d'un entrepôt. Il y avait 2 étages, un étage hip-hop, un étage techno. Tous les plus grands DJ de l'époque étaient là. Dans le temps, il y avait Mark Anthony, il y avait Danny Tenaglia, il y avait, écoute, tous les plus grands DJ de l'époque venaient mixer. Ça coûtait 20 $ entrer, puis ça dansait. Parce qu'aujourd'hui, là, dans un festival, moi, je travaille dans un festival, le monde, il danse pas. Non. Ils checkent leur téléphone. C'est vrai. Ça danse pas beaucoup. Mais dans le temps, il n'y en avait pas de cellulaire. Moi, j'avais 22, 23, 24, 25, là. Et j'étais abonnée au sauna. J'adorais ça. Fait que, mais j'en ai vu beaucoup, des gens consommer beaucoup. Puis Ronnie, ben, il en est décédé. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment d'opioïdes là, dans les after hours. Ouais, d'accord. Mais c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce que dans une des chansons de Bob Marley, je me souviens plus laquelle, où c'est simple, là, on l'a déjà entendu, mais il dit quand une porte se ferme, puis dans ton cas, une autre il y a même, s'ouvre. il y en a tellement qui s'ouvrent. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Ouais. Puis moi, ça m'a toujours marqué quand j'étais jeune. Je me disais, mais là, toi, c'est vraiment, on l'a fermé pour toi. 2 reprises. Puis finalement, tu as retrouvé ton chemin, quelqu'un t'a réouvert. Ouais. C'est quand même assez incroyable comme apprentissage de vie. Puis ça montre qu'il ne faut pas non plus être découragé quand les choses vont pas bien. Au contraire, c'est une manière de se renouveler, de repenser à qui on est, ce qu'on veut. Tu sais, ça fait cliché, mais chaque épreuve nous rend plus forts, c'est vrai. Puis le trouble alimentaire, là, l'anorexie, là, c'est la même affaire que la toxicomanie, là. Sauf que la substance, c'est le jeûne. La rechute, c'est la bouffe. Ouais. Mais c'est la même affaire qu'une dépendance. Tu as des symptômes de sevrage. Quand tu manges, ça fait mal. Tu as des mécanismes de compensation, les laxatifs, le sport, les vomissements. Puis ça donne des méchants highs, tout ça, là. Quand tu jeûnes pendant 2 semaines, là, t'es vraiment high. T'es comme sur l'héroïne, en fait. Tu sécrètes des endorphines pour pas avoir mal. Puis de la noradrénaline pour rester debout. Fait que, puis quand tu remanges, là, ça fait mal, pour vrai. Fait que, puis les tripes de bouffe, tu sais, tu t'es jamais gelé avec du chocolat, je veux dire. T'as jamais mangé comme un porc, puis après ça, t'es buzzé bien raide, quand là. Une peine d'amour, quelque chose. Puis là, cliché, crème glacée, chocolat, bonbons. Food is addiction. Ouais. La bouffe, c'est de la...
C'est addictif, le sucre, le gras, tout ça. Mais on est obligé d'en manger. On peut pas dire à un anorexique, c'est la bouffe ton problème, arrête de manger. Ça marche pas. Mais avec les drogues, on doit retirer la substance de la vie d'une personne. Avec la bouffe, on peut pas. Il faut apprendre à vivre avec. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je vis très bien avec ça, les vomissements, les laxatifs. Je mange à ma faim, puis il y en a. J'ai plus de stress. Mais ça a été long. Mais pour moi, ça m'a vraiment fait comprendre c'est quoi une dépendance. Je vous le dis, là, demande à n'importe quel boulimique, anorexique, hyperphagique, qu'il y a des buzz là-dedans, puis il y a des sevrages. Puis je sais pas, moi, quand évidemment, je travaille pas en médecine ou en santé, mais j'ai l'impression que presque tout le monde autour de moi a des formes de dépendance. Je veux dire, est-ce que l'être humain, d'une certaine manière, à différents, évidemment, niveaux, mais cette dépendance-là, que ça peut être dépendance affective, que ça peut être dépendance, des fois au sport, où on se lance là, comme... Dépendance au travail. Au travail, je dis, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains, en tout cas autour de moi, que je vois qui n'ont pas... Non. Donc, sais-tu que... Est-ce que la dépendance est quand même... Fondamentale. Presque fondamentale, ou est-ce que... En fait, c'est une grande question, puis il faut faire attention à ce qu'on répond à ça. On estime, depuis plusieurs années, la statistique dit qu'une personne sur 5 va souffrir d'une dépendance au courant de sa vie. 20 % de la population, ce qui est quand même énorme. Selon moi, 100 % de la population peut souffrir d'une dépendance. Puis, si je m'explique, c'est que dans le cerveau, on a tous le même cerveau. Il n'est pas égal tout le temps, mais on a tous le même cerveau avec le reward system dedans. On a un système des récompenses qui inclut l'amygdale, le noyau accumbens, puis le système de dopamine. On l'a tous, ça. Puis, quand tu manges du chocolat, quand tu ris, quand tu as un orgasme, quand tu fais du sport, tu sécrètes de la dopamine. C'est ça qui fait que tu es bien, puis tu as du plaisir, puis tu es euphorique, puis tu as envie de recommencer. Si tu sécrètes, par exemple, de la cocaïne ou de l'alcool, ou pas tu sécrètes, tu consommes de la coke, du speed, de la MDMA, tu vas sécréter aussi de la dopamine, mais en plus grande quantité. Puis, le système des récompenses va un peu se dérégler parce que c'est jamais assez. Fait que le cerveau d'un toxicomane ou d'une personne dépendante, c'est, comme Dr. Chiasson, mon mentor le dit souvent, c'est le syndrome déficitaire de la gratification. Okay. C'est jamais assez. C'est jamais assez le fun, c'est jamais assez hot, ça en prend toujours plus. Si on étend les dépendances aux dépendances comportementales, aux écrans, au téléphone, à l'Internet, aux médias sociaux. Aux médias sociaux puis les téléphones. Notre cerveau est un peu tous accro à ça. Je veux dire, moi, l'autre fois, je pensais que j'avais perdu mon téléphone. J'ai fait une crise de panique. Il était dans le fond de ma sacoche. Mais c'est quoi ça si c'est pas un syndrome de sevrage? Ouais. Je fais jamais de crise de panique. J'ai vraiment eu des palpitations, des sueurs, des tremblements. Je pensais que j'avais perdu mon agenda, mon téléphone. Mais c'est du sevrage, ça. Ouais. Puis, combien de temps tu penses... C'est là où je suis en train d'écrire là-dessus. Combien de temps tu penses que les Canadiens passent en moyenne devant leur téléphone par jour? Moi, je pense que ça pourrait être un 8 heures, 10 heures. Ah, non? C'est 4 heures. 4 heures. Il faut que tu dormes téléphone là-dessus. seulement, pas l'ordinateur. Là. Okay. Juste leur téléphone. OK. 4 heures par jour. C'est énorme. Et après ça, on chiale parce qu'on est 1 heure dans le trafic. Tu sais, à un moment donné, là, c'est fou, là. 4 heures devant un petit écran comme ça. Moi, j'en reviens pas parce que, tu sais, il faut dormir, quoi, 6 à 8 heures, mettons, 7 heures en moyenne. On travaille 8 à 10 heures en moyenne ou 6 à 10 heures, mettons. On est dans le transport, on mange, on se lave, on est supposé avoir des loisirs. Puis on passe 4 heures par jour sur notre téléphone en plus. Ouais. Mais écoute, ça, c'est une autre donnée que je peux te dire. 50 % des personnes utilisent leur téléphone dans la salle de bain. Oui. Quand tu es sur le trône, là, tu textes. Oui, je pensais que tout le monde faisait ça, non? 50 % du monde le font. 60 % des gens ont leur téléphone au repas. Quand ils sont en train de manger, ils ont leur téléphone. En famille, là, ils ont leur téléphone. Et 90 % des gens vont regarder leur téléphone cellulaire au moins une fois dans leur lit la nuit. La nuit? S'ils se réveillent ou ils vont faire pipi, ils checkent leur téléphone, Ou, mettons, juste avant de s'endormir, tu sais, le monde sont sur leur téléphone. Fait que tu me demandes si on est tous dépendants. Moi, j'admire beaucoup les animaux, les chats, les chiens. Je les observe. Je trouve ça fascinant de voir comment eux, ils s'en contrefoutent des médias sociaux. Ils se foutent de mon téléphone cellulaire. La télé, ils la regardent quand il y a des belles couleurs, c'est tout.
Mais on est vraiment dépendant aux écrans, aux technologies, Internet. Moi, je rêve d'un jour où il y a une panne mondiale. Quelqu'un va couper le gros fil d'Internet à quelque part. T'imagines-tu plus de À la compte de panique, banque, mais là, ouais, plus de compte de banque, plus de dossiers sociaux, médicaux, plus de dossiers criminels, plus de médias sociaux. Aïe, aïe! Ce serait l'anarchie! c'est ça que j'ai pour dire. Ça, Non, mais là, on verrait c'est qui les vrais humains. Ben là, je pense que tout le monde paniquerait. Ben, tout Pour le monde vrai. respirait quand même. Tout le monde Ouais. continuerait à respirer. En tout cas, Georges, lui, serait correct. Je pense qu'il vivrait bien. Il vivrait Oui. bien avec ça. Mais non, mais on est dépendant aux technologies. Puis en même temps, si on perdait ça, c'est vrai que ce serait triste parce que, je veux dire, moi, ma recherche pour mon livre, là, c'est sur Internet là, que je fais des recherches. Là. Je prends pas n'importe quelle référence, mais tu comprends, Internet est une source infinie. Ah, puis, pour rester en contact, ma sœur qui habite en France, c'est comme ça qu'on reste Ben en oui, contact. avant, il fallait nos s'écrire familles, des ouais. lettres. En même temps, c'est quelque... C'est quand même romantique, s'écrire beau. des lettres. Moi, si je reçois une lettre ou une carte à la main, Ah, moi, je trouve ça, ça me touche. Ou même quand mon téléphone sonne, je fais « Wow! » quelqu'un veut parler. Non, mais c'est rare que nos téléphones sonnent maintenant, non? C'est vrai. À part pour des appels, nous avons reçu un colis avec votre... non, mais moi, quand mon téléphone sonne, je fais quasiment un X sur le calendrier. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis. Mais c'est là-dessus que je suis en train d'écrire, là. Mais je Sur trouve la ça... dépendance aux écrans. Ben oui, puis moi aussi, puis ça me fait toujours rire quand les parents me parlent de leurs enfants avec leur temps d'écran, puis tout ça, puis je les regarde, puis on est ensemble. Puis moi j'ai vraiment pris le choix aussi de, quand je suis avec quelqu'un, à moins au travail, puis même au travail, de mettre mon téléphone loin, d'être avec la personne, parce qu'avant, j'étais comme tout le monde. Ben moi, je Mais- le ferme. Je le ferme. Je le mets à mute. Ouais, il est toujours à mute, le mien. Je le mets à mute. Dès que j'arrive au travail, je le mets à mute. Je le mets pour pas voir l'écran. Je le mets à Ouais. plat. Je le mets à côté de moi parce que j'ai l'heure dessus. Mais Sinon, s'il sonne, je dis toujours « Attends, je vais regarder si c'est le pape. » Là, je regarde c'est qui. Là, je dis « Ah, c'est le pape, mais je réponds pas. » Des fois, je vais regarder qui m'appelle. Tu sais, des fois, ça peut être, mettons, un appel d'urgence de ma mère. Je vais le prendre. Là. Mais jamais je réponds au téléphone quand je suis en train de travailler. Puis jamais mes textos non plus. Puis Facebook, mon Facebook est toujours ouvert. Mais je vais consulter des fois entre deux patients. Je vais aller voir si j'ai un message, tu sais, mais c'est quand même de la dépendance. ouais, c'est la dépendance, c'est certain. Mais des fois, c'est des demandes, mettons, pour les médias, je vais répondre rapidement, tu sais. Mais jamais je vais faire passer les médias avant un patient. Jamais. Jamais je vais annuler un patient pour aller à la TV. J'ai jamais fait ça. Je ferai pas ça. Non. Puis tu Mais les le mets. médias ne comprennent pas toujours. Dis-moi, on a parlé tout à l'heure de l'art, puis bon, dans ton bureau, tu sais, même ton bureau, je veux dire, il y a le côté artistique. Mais Il y oui, a- ça il y a a l'air que ça l'art. ressemble à un salon de tatouage. Moi, je trouve pas, là, mais bon, en tout cas, ça, c'est chacun ses jugements. Il y a une journaliste du Devoir, je dois le dire, je vais le dire, là, qui a comparé mon bureau à un salon de tatoueurs. Ça m'a profondément blessée, je dois le dire, là. Je peux le permettre sur cette Ben tribune-là. oui. Mon bureau n'est pas un salon de tatouage. Il y a de la décoration. On ne dit pas tête de mort, on dit crâne. Oui, il y a des licornes. Oui, il y a des caméléons dans mon bureau. Il y a un éclairage tamisé. Il y a des toiles. Mais il y a quand même une table d'examen, des seringues stériles, un lavabo pour me laver les mains, puis un bureau pour écrire. Puis pour ta clientèle, je veux dire, je pense que c'est Tout le c'est monde aime tellement mon approprié. bureau. Ben, on veut hang out dans ton bureau parce qu'on se sent bien. On n'a pas l'impression qu'on va voir un médecin traditionnel qui va nous... tu sais, Ben, moi, je l'appelle mon lounge médical. Ben oui, c'est C'est mon tellement lounge chill. médical. Moi, j'adore ça. Puis il est bien décoré, c'est vrai. Il y a beaucoup, je reçois beaucoup de cadeaux des patients. Ils nous amènent des fois des bibelots ou des trucs à l'effigie de crâne, parce que oui, j'aime le crâne, je pense que c'est la partie la plus importante du corps. De licorne, parce que je suis à la clinique La Licorne, et de caméléon, parce que ma clinique avant s'appelait Caméléon. Puis ça, je trouve ça fascinant parce qu'on s'est connus il y a quand même plus que 10 ans. Puis moi, le caméléon, c'était... Je m'identifiais au caméléon quand Ouais. j'étais jeune. Puis ça, on en avait jasé. Pour moi, c'était le symbole. Je m'adaptais à tout le monde. Exact. Parce qu'aujourd'hui, je me sens plus que je suis parce que je suis capable d'être moi-même. Puis j'ai travaillé fort pour... Mais avant, je voulais tellement que les gens m'aiment. Fait que je m'adaptais. Changeais puis- de couleur. Oui, j'ai changé de couleur. Puis moi, je me disais, je suis le plus grand caméléon de mon village. Bon, c'est un petit village, mais quand même, dans mon village, j'étais big. Mais blague à part, il y avait toujours cette idée de caméléon. Puis là, je voulais justement qu'on parle du projet, de Projet la fondation, Caméléon. Projet Caméléon, tu sais. Puis donc, tu peux nous jaser un peu parce que c'est vraiment un truc super génial que tu Oui. fais avec... vas-y, Avec je te ma laisse dire, gang. avec ta gang, Ben, en c'est fait, ça? je pense c'est important de démêler les gens. Là. Oui, il y a eu une clinique Caméléon
de 2015 à 2020, j'ai eu ma propre clinique, la clinique Caméléon, qui m'a ruinée parce que j'avais pas de subvention, mais j'ai adoré l'expérience. Je suis pas une bonne gestionnaire, je suis meilleur médecin que gestionnaire, ça, je m'en suis rendu compte. Là, c'est très difficile de faire de la gestion. Gérer des humains, gérer des factures, gérer le bail, gérer les assurances, gérer tout. C'était l'enfer. Mais c'était quand même une belle expérience. Au point où on a décidé en 2017-2016 de fonder, mon meilleur ami et moi, Daniel Hervieux, Projet Caméléon, qui est un OSBL, donc un organisme à but lucratif, pour aller travailler dans 2 contextes, les festivals de musique électronique et les écoles. Donc, dans les festivals, on a une équipe de médecins, presque bénévoles, parce qu'on n'est vraiment pas riches, là. On a des drug testers, donc on fait de l'analyse de substances depuis 2017 dans les festivals. Les gens viennent nous voir avec leurs substances qu'ils viennent d'acheter ou qu'ils ont apportées, puis ils nous demandent de l'analyser. Principalement pour voir si c'est vraiment ce qu'ils pensent, s'il y a du fentanyl dedans, puis quelle sorte de mélange que c'est ça. Fait que nous, on n'est pas là pour leur dire « Hey, t'as de la bonne drogue » ou « Fais attention, t'as de la mauvaise drogue ». On est là pour leur dire « Regarde, voici ce qu'on pense que tu as acheté. Voici ce que ça semble contenir principalement. Voici les risques associés. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu en fais. » Mais souvent, si les gens se font dire que c'est pas du tout ce qu'ils ont acheté, genre que c'est de la coke, puis finalement, c'est de la méthamphétamine avec du fentanyl, bien, ils apprennent pas. Fait que l'analyse de substances, ça n'augmente pas la consommation, ça la diminue. On fait aussi de la distribution de matériel de consommation stérile, bon, condoms, lubrifiants, des seringues pour mesurer les doses de GHB, des seringues pas d'aiguille. OK. On distribue des pipes, des pailles pour sniffer ou des pipes en verre. Qu'est-ce qu'on distribue à part ça? Ben, des fois, on donne des fruits, du chocolat, tout ça. Là, ça, les gens aiment ça, des bouteilles d'eau. Des cendriers portatifs aussi, parce que c'est des festivals dans la nature, dans la forêt. On veut pas qu'il y ait des boches de cigarettes partout. Puis, on offre un service médical. Donc, mettons, tu viens dans un festival, tu prends du GHB, t'en prends trop, tu tombes à terre, t'arrêtes de respirer. C'est nous qui ramassons ces gens-là. S'il y a quelque chose de grave au point qu'on doit appeler l'ambulance, on appelle l'ambulance, mais notre but, c'est vraiment d'éviter les ambulances. Fait qu'on a aussi des antipsychotiques pour les psychoses toxiques ou les LSD ou les gens qui ont pas assez dormi. Donc, l'été passé, on a eu une année record, 0 ambulance. Wow. Au festival où on était, il n'y a pas eu d'ambulance, ça a été un record. On travaille aussi dans des gros festivals où il y a 3 000 à 4 000 personnes. Là. C'est sûr que c'est rare qu'il n'y a pas une seule ambulance. Des fois, ça peut être une fracture aussi. Là. Ouais. C'est pas nécessairement relié aux drogues. Ben, la fracture peut être Oui, reliée à la drogue aussi. Là. Mais bref, on a beaucoup de blessures aux pieds. On va faire des pansements, des soins de pieds. On peut pas tout éviter. Là. Il y a quelques années, il y a un jeune homme qui est allé se pendre pendant le festival, qui est allé s'enlever la vie dans le bois. T'sais. On peut pas tout éviter non plus, mais on pense qu'on a évité plusieurs décès, plusieurs mauvaises psychoses aussi. Et l'autre volet de Projet Caméléon, c'est d'aller donner des conférences dans les écoles, secondaires, primaires, pas primaires, mais secondaire, cégep, université. Fait que Projet Caméléon, c'est ça. On est toujours à l'affût de dons, parce qu'on sait que les dons, c'est pas populaire de ce temps-là, parce que tout le monde manque d'argent, là. Il y a beaucoup de pauvreté en ce moment. Le litre du lait, regarde le prix du lait, le prix des œufs, le prix de la salade. Là, je pense que les gens doivent garder leur argent de ce temps-là. Mais je remercie beaucoup Atypique qui va faire un don de 1 000 $ à Projet Caméléon. Fait que cet été, on va continuer d'aller dans des festivals de musique électronique. Puis j'en profite pour mixer dans ce temps-là. Je vais mettre mon chapeau de DJ puis je vais mixer Lady Cam. Lady Cam. Cam, K-A-M, ça veut dire Kick-Ass Music. Et non pas Caméléon. Non, ça veut dire Kick-Ass Music. Puis, est-ce que, justement, la musique, donc, Moi, ça c'est n'a pas ma été une drogue. carrière, mais c'est juste pour dire, toi, c'est pas une Oui, c'est une drogue pour moi. C'est comme une dépendance, pas une dépendance, mais je dis, ça en a besoin, ça fait partie de ce qui te rend heureuse. Oui. Et puis, ben, C'est moi, ma je t'ai passion. entendu, tu as du talent. Je veux dire, Mais c'est vraiment ma passion. Puis, je dirais pas que c'est une dépendance parce que dans la définition de la dépendance, ça implique que la substance ou l'événement ou le comportement a un impact négatif sur la plupart des sphères de ta vie. OK. Ouais. Fait que je dirais pas que c'est Non. une dépendance, la musique, parce que ça n'a pas d'impact négatif pour moi. Je passe pas de nuit blanche à cause de la musique, même si ça m'est déjà arrivé, mais dans le bon sens. Puis quand je finis de jouer, que ce soit de la musique électronique ou du piano, je me sens bien. Alors que quand tu finis un trip de drogue, souvent, tu te sens mal. Fait que pour moi, c'est une passion. Puis je pense que c'est ça qui manque de nos jours aux jeunes. Des passions qui sont pas reliées à l'écran.
Tu sais, un jeu vidéo Roblox, OK, ça se peut que ça t'aide à développer tes réflexes, puis un réseau social virtuel, mais mon Dieu, que ça vaut pas jouer d'un instrument, jouer un sport, cuisiner, faire des choses concrètes, là, sans avoir besoin d'écran ou de quelque chose de tactile. C'est ça, je pense, qui manque beaucoup. Mais écoute, la pandémie, ça a tout scrappé, là. Ouais, c'est sûr, ça fait. Moi, c'est le bridge, j'ai joué au bridge. Ben, tu vois, 3 c'est heures à parfait. jouer au bridge. Puis tu viens high, Hey, au honnêtement, il y a naturel. il y a de la dopamine là-dedans. Là, en t'écoutant, je disais, après, il y a beaucoup de dopamine parce que là, Ben oui. c'est complexe, c'est un jeu hyper puis tu peux compliqué. gagner. Et là, quand tu gagnes, Si veux tu gagnes, pas, t'es high, tu sais. ben là, moi, ça fait ma Ça fait semaine. ta semaine. Il y en a que Ouais. c'est le bingo. Il y en a que c'est jouer aux cartes. Il y en a que c'est un sport. Ou, tu sais, mais je pense que ça prend des passions concrètes, là. Cuisiner, ça peut donner un high. Tu sais, ça Recevoir dépend. les gens, faire une. Ouais. Une vie sociale, des vrais amis, des amis que tu peux prendre dans tes bras. Tu sais, parce que les amis virtuels, c'est beau, mais tu les vois même pas. Puis... En tout cas, moi je suis pas très jeu vidéo. Vraiment pas. Moi, je suis Tetris, Pac-Man, tu sais. Ben là, il va falloir que tu viennes jouer parce qu'au bureau, on a Miss Pac-Man et Galaga, les anciennes Ah arcades. oui? Ah, c'est fou. As-tu Donkey Kong? Oui, je pense qu'on l'a, oui, dans Avec oui, le on l'a. tonneau, Oui, là? avec les tonneaux. Oui, on a tout. Oui, il va falloir que tu viennes Moi, je suis jouer. vraiment Space Invader. Moi, j'ai un Atari chez nous. J'ai failli mettre mon chandail Atari. Ah! Aujourd'hui, j'aurais dû le mettre. Moi, j'ai un Atari, puis j'ai je sais pas combien de cassettes. Puis mon chum a acheté un PS5, puis je trouve ça plate, le PS5. Ah, les là. anciens jeux aussi. Moi, j'aime beaucoup Tetris, puis j'aime beaucoup ces vieux jeux-là. Je suis vieux jeu, mais Je suis vieux. t'es quand même T'es pas content vieux quand jeu. tu gagnes. Mais il y a quand même un Tetris sur PS5, là. C'est hallucinant, là, avec la musique, là, Ouais. puis ça... Oui, c'est quelque chose. Mais je suis pas très jeu en réseau. Je pense que je viendrais frustrée. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a des jeux que les gens doivent se lever la nuit pour aller... Ben oui, puis écoute. Sinon, ils sont débranchés. Ben je sais, là, puis quelque chose c'est comme drôle ça. parce que souvent on pense aux jeunes, puis moi, ma maman, elle adore jouer un jeu de ferme, là, je sais pas c'est quoi. Fait que là, il faut qu'elle nourrisse ses animaux, mais là, oublie ça, si on est dans un chalet ou quelque chose, il n'y a pas de connexion. Faut aller le nourrir. Ben là, les voisins, ben c'est voisins de jeu, évidemment, mais là, qui viennent de partout dans le monde, ce qui est aussi génial parce que ma maman elle a des amis en Italie, en France, en Oui. Suisse, mais là, il faut qu'elle aille nourrir les animaux, faire les trucs. Mais là, Oui, c'est c'est-tu- sérieux, là. c'est quoi comme... ce jeu-là? J'oublie le nom, c'est Farmville ou quelque chose comme ça, je pense. sais pas, parce qu'il y a Call of Duty. Il y en a plein, mais c'est il y en une a ferme. des là. jeux, Mais tu es obligé de te lever, donc elle se lève le matin. Puis si une journée pas d'Internet, ben pour elle, Il c'est aussi meurt. pire que moi. Oui, ben oui. Je sais pas s'il meurt, mais en tout cas, ça va pas. Je pense que les animaux meurent. Ben voyons donc. Non, mais C'est tu un t'es peu- nourris pas. Ben j'espère qu'il meurt. Ah, c'est un peu... Non, mais je c'est demandais, addictif. hein, C'est quand ouais, même ouais. addictif. Ben, tout ça Non, mais pour tu dire que vois, tu as ta raison, et peu mère, importe l'âge, là, ma mère, elle a 77 ans. tu vois, Puis c'est sérieux, là. Puis autant que moi, si on n'a pas notre Internet, les deux, on capote pour différentes Ben, raisons. c'est ça. Moi, c'est pour mes amis, pour les gens, parce que j'ai jamais été en connexion avec moi, ce les que proches. j'encourage à faire dans le livre, je l'ai écrit hier, là, je sais pas si j'ai 2 minutes pour te Ben oui, oui, l'expliquer. vas-y. C'est 1 heure sans écran par jour. Donc, 1 heure par jour, puis même moi, il faut que je le fasse, là. 1 heure par jour, on devrait être déconnecté. On est en ville, là. Il y a le parc Maisonneuve, il y a le parc La Fontaine, il y en a des espaces verts. Il y a le Mont-Royal. Montréal. Canal de la Chine. Donc, Canal de la Chine, être déconnecté 1 heure par jour et juste regarder ce qui se passe autour. Si t'es trop angoissé de le faire seul, fais-le avec un ami, là. Mais être 1 heure par jour déconnecté, je suis convaincue que ça va être bon pour la concentration, la patience, le niveau d'attention, l'humeur, le sommeil. Il faudrait vraiment réussir à le faire au moins 1 heure par jour. Juste être dans le métro, pas de téléphone, essayer de pas prendre... Juste, moi, je le fais dans le métro. Je regarde. Bon, des fois, je me fais regarder bizarre. Mais je regarde autour, puis je regarde les gens, je regarde les bottes, je regarde comment les gens sont habillés, comment les gens se tiennent. Bon, il faut faire attention, le contact visuel, maintenant, ça peut être mal vu, là. Juste faire un sourire, ça peut être... Ils peuvent te penser que t'es bizarre, là. Ah, mais c'est bizarre. Moi, je dis bonjour Mais- à tout le monde, puis il y en a qui trouvent ça bizarre, mais c'est pas Bon, grave. Je continue. tu vois, il y a assez de monde qui parle tout seul maintenant que, regarde, comment on dira Ben, bonjour moi, on parle à au quelqu'un, monde, tu sais. là. Au moins, on dit bonjour, tu sais. Tantôt, là, en tout cas, je me suis fait envoyer promener sur la rue juste parce que j'ai croisé juste parce que j'ai croisé quelqu'un de souffrant, de toute Ah, on évidence. se comprend. Mais tu faisais va chier sur la rue, tu n'as même pas croisé le regard de la personne, là. Mais bon, tu peux saluer les gens quand même, si tu veux. En Amérique latine, les gens se saluent beaucoup plus qu'ici. Hein? Buen dias, comment ça? Puis c'est pas mal vu. Ici, c'est mal vu de saluer les gens qu'on connaît pas, tu sais. Fait que, moi, je te dis juste 1 heure pas branché ou laisse ton téléphone chez toi et va prendre une marche. Si t'es pas capable de faire 1 heure, fais 20 minutes.
Tu n'es pas capable de faire 20 minutes, fais 15 minutes. Mais essaye de ne pas avoir d'écran. Comme là, on est capable. Là, ça fait quoi, 45 minutes qu'on parle? On est correct. Là, on n'a pas d'écran. Bien. Moi, je me sens bien. Moi, je me sens très bien. Justement, merci beaucoup. Là. C'est un entretien que j'ai adoré. C'est toujours un bonheur de jaser avec toi. Dis-moi, là, on a eu ce qu'on appelle une petite discussion à voix haute. Donc, on se dit les vraies choses, on parle de ça. Si tu avais pu avoir ça avec quelqu'un, qu'il soit une personne morte, une personne vivante, ce genre de dialogue, on se dit des choses, ça serait qui? Jim Morrison! Pourquoi? Moi, il est tellement beau. Puis, c'est vraiment mon idole, Jim. Il n'y avait rien à son épreuve. Hein. Il a déclenché des émeutes. Non, Jim, il était un anarchiste comme je les aime. Parce que l'anarchie, pour moi, c'est pas péjoratif, pas du tout. L'anarchie, c'est l'absence de règles. En fait, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Fait qu'ils n'ont pas besoin de règles. Ouais. Puis Jim, c'était un poète anarchiste à sa façon. Tu as déjà lu les poèmes de Jim Morrison? Non. Il y a des recueils de poèmes de Jim Morrison. C'était un poète incroyable. Il était d'une maturité, même si c'était un anarchiste, un rebelle. Jim était très mature pour son âge. Moi, je pense qu'il avait une vieille âme, ce gars-là. Puis il est mort précocement. Hein. Il est pas mort à 27 ans comme tous les autres, mais il est mort très jeune. Mais... Puis moi, j'aurais aimé ça, être son médecin, Jim, pouvoir le soigner, être sa psychanalyste. J'aurais bien aimé ça pour entendre ce qu'il avait à dire. C'était un grand séducteur. Tu sais, il y a un de ses shows, il avait déclenché une émeute parce qu'il avait uriné sur la scène. Il était trop saoul. Puis il a uriné, il s'est sorti la graine devant tout le monde, puis il s'est mis à pisser. Il y a un gars de Blind Melon, je pense, qui a essayé de faire la même chose, mais ça a eu moins de succès. Mais Jim, pour moi, Jim, quand je vois des photos de Jim dans mon fil d'actualité sur Facebook... ça te fait plaisir. Je dis ça devant mon chum des fois que j'aurais marié Jim Morrison. Ou Mick Jagger. Si j'avais un deuxième choix ex aequo vivant, là, ça serait Mick Jagger. Fait que moi, j'aime beaucoup les grands séducteurs, séduisants, grands danseurs aussi. Jim Morrison dansait très bien, puis Mick Jagger, c'est un des meilleurs danseurs. Fait que moi, si j'avais été voir les Stones en show, je leur lançais mes cartes d'affaires. J'aurais aimé ça soigner... voyons, le guitariste, là. Son nom m'échappe. Keith Richards. J'aurais aimé ça, il prescrit la méthadone. Soigner son hépatite C, tout ça. J'aurais aimé ça, soigner ces gars-là, moi. Je trouve ça fait que Jim Morrison, Marilyn Monroe aussi, c'est un personnage qui me fascinait. C'est une célèbre bipolaire oubliée, hein, qui est non traitée, non diagnostiquée, qui est morte d'une overdose de barbiturique. Hein, c'est probablement enlevé la vie, là. Fait que tu vois, c'est tous ces gens-là. Jimi Hendrix aussi, j'aurais aimé ça parler avec. Ils sont morts très jeunes. Amy Winehouse, c'est tous des bipolaires, des grands artistes. Kurt Cobain aussi, tu sais. C'est tous des poètes très jeunes. Ils sont morts très jeunes aussi. On en revient à l'art. On en revient à l'art. Einstein, j'aurais aimé ça, Einstein aussi. Finalement, tu aurais voulu en avoir avec plein. C'est parfait. Oui. Einstein, Freud, j'aurais aimé ça faire une entrevue avec Freud. Tout le monde dit que c'est un grand pervers, mais c'est un grand génie, hein, Freud. Puis il était cocaïnomane, hein? Et Freud cocaïnomane et prescrivait de la coke à ses clients. Et il avait même recommandé à ses collègues de faire de la coke avant une séance de psychothérapie qui serait plus connectée. J'en parle dans mon livre, de Freud et la coke. Fait que tu vois, c'est tout... ça aurait été des patients potentiels intéressants. Écoute, merci encore, Marie-Ève. Mais moi, attends, je peux pas m'empêcher, regarde, vu qu'on n'a pas d'écran. Faut que je te fasse... Non, mais je m'excuse, c'est plus fort que moi. J'ai pas d'écran, mais il y a des boutons. Écoute, il y a des boutons, c'est fait... Faut que je me serve des boutons? Je pense que c'est fait pour ça. Hein? Oui, là, t'as fait par exprès pour mettre ça avec moi. Là. J'avais laissé un petit bouton ouvert juste pour toi. Tu vois, il avait déjà tenté le démon. Fait que je pouvais pas m'empêcher. C'est mon côté petit séducteur. Oui. Je suis pas un grand séducteur, mais petit. Moi, je pense que tu es un grand séducteur. En tout cas, tu es fort séduisant et intellectuellement aussi, je parle. Merci, Marie-Ève. Merci beaucoup de l'invitation avec Atypique. C'est un honneur. Puis j'espère qu'on va récidiver. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. Avec Roger. George, OK. George. Pas Roger. Georgie. George. Excusez, je l'ai débaptisé. À bientôt, Marie-Ève. À bientôt. À bientôt. Merci de l'invitation.